Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Montagneux TV pour un nouveau numéro de 2 heures de marche depuis Méribel aujourd'hui, une des stations des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. Et d'ici quelques instants, nous nous rendrons à l'hôtel L'Hélios pour parler de décoration avec Nicolas Morel. Il est l'organisateur du salon Alpôme qui se déroule ici chaque année au mois de juillet. Nous parlerons ensuite photographie. Christian Arnal sera avec nous. Il est moniteur et photographe. Il a fait un livre qui s'intitule Portrait de moniteur, métier d'hiver et métier d'été. On découvre effectivement, avec étonnement parfois, le métier qu'exercent certains moniteurs durant l'été. Ça nous emmène parfois sous d'autres latitudes. Et puis enfin, nous parlerons cosmétiques en compagnie de Patricia Ray. Elle nous présentera des produits cosmétiques fabriqués dans la vallée. Tout ça, c'est à Méribel et c'est tout de suite dans 2 heures de marche. Deux heures de marche à Méribel et carrément sur les pistes. Nous sommes à l'hôtel Hélios avec un joli petit feu de cheminée. Mais il y a quelques flocons qui tombent encore en bas et nous allons parler décoration forcément avec Nicolas Morel, l'homme de la situation. Je suis ravi de vous rencontrer, Nicolas. On se connaît, on s'est déjà croisé à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Alors Nicolas Morel, c'est un homme à différentes casquettes. Il y a une première casquette qui est peut-être l'origine de tout finalement, c'est déplacer les montagnes, c'est ça? Oui, une société que vous avez créée il y a combien de temps? On a créé ça en 2005. 2005. Et voilà. Le principe de cette société, c'est... On se balade dans toute l'Europe pour décorer tout le milieu de la montagne. C'est une société de décoration événementielle, secteur de la montagne. Donc pour toutes les plus belles stations. Créer des stands, voilà. effectivement, Voilà. dès que les stations ont à promouvoir finalement leur activité. Ou les entreprises du secteur de la montagne. D'accord, tous les industriels, etc. Voilà. Et ça, vous continuez à le faire? Tout à fait, ouais, ça me prend beaucoup de mon temps, c'est ça. Là, Ce sont combien de salons par an à peu près? On doit faire entre 15 et 20 salons partout en Europe. D'accord. Voilà. Pour combien de stands différents à chaque fois? Ça dépend. Des fois, on en fait 30 sur certains salons, puis des fois, on en fait 1, 2, 3, ça dépend. En général, on a plusieurs clients sur le même... mais c'est très varié, ça va d'un stand de 100 mètres carrés jusqu'à 2000 mètres carrés d'installation. Le plus gros étant Grand Ski, où on fait 60 stands. Et parfois, c'est carrément un chalet que vous allez recréer? Oui, des chalets sur 2 étages, ouais, tout à fait, où les gens dorment dedans même, dans des lieux insolites. Voilà. Alors, vous faites appel pour cela forcément à des artisans de la région, forcément à des gens qui ont un véritable savoir-faire. Et ça vous a emmené tout naturellement à vous intéresser à un salon de déco qui est incontournable. Aujourd'hui, effectivement, c'est Alpôme. On est à quelle édition, 2013? Alors, Méribel, on va faire la 4e cet été. Oui. Et on a monté depuis l'année dernière, avec Michel Giraudy, avec qui je suis associé sur ce salon-là, on a monté une édition en Suisse, à Villars-sur-Olon, et ce sera la 2e cet été. D'accord. Le principe de ce salon, c'est quoi? C'est de faire découvrir véritablement le savoir-faire dans notre région? Oui, c'est de réunir dans un même lieu tout ce qui se fait de mieux en termes de décoration de montagne, made in the Alpes. Donc ce sont les meilleurs dans le domaine qui viennent des Alpes, donc Italie, Suisse, française ou autrichienne. L'idée, c'est de réunir dans un même lieu aussi bien le constructeur de chalet, l'architecte, le fabricant de mobilier, l'artiste qui fait un tableau, le luminaire, etc. Mais que des gens qui fabriquent exclusivement dans les Alpes. Il y a un véritable savoir-faire, il y a une véritable innovation aussi qui s'opère dans la région. J'en veux pour preuve les fauteuils sur lesquels on est installé. C'est vous qui les avez chinés pour nous? Oui, voilà, tout à fait. Je les ai fait faire par quelqu'un qui fait comme ça tout qui relook un certain nombre de choses avec des palettes ou du vieux bois. Et là, en plus, on a rajouté des vieux skis historiques. C'est des vieilles planches, hein? C'est des vieilles planches avec des vrais vieux skis historiques. Là, vous avez le 41. Là, je ne sais plus lequel. C'est des vieux skis Rossignol qu'on a coupés et qu'on a mélangés. Voilà. Comment est-ce que vous pourriez résumer la décoration aujourd'hui en montagne? Est-ce qu'on est toujours sur quelque chose de très conservateur ou est-ce qu'on est dans une innovation permanente, en ébullition? On est entre les deux. Aujourd'hui, très sincèrement, on revient aux produits nobles, le bois revient, le métal, la peau de vache qu'on a jetée il y a 15-20 ans, qu'on a mis à côté, elle revient, mais redesignée de manière différente. On retrouve aujourd'hui il y a moins d'insolence, on revient à des choses plus authentiques. On va dire que rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un éternel recommencement, hein, très clairement. Aujourd'hui, le vintage revient à la mode. Bon, voilà, par exemple, cette année, on aura un espace
espace vintage au salon Alpôme. Bon voilà, donc non, c'est un éternel recommencement. Le métal et le bois fait un grand retour. Vous n'avez pas le sentiment, pour avoir moi eu l'occasion de visiter pas mal de chalets, que ce soit dans les Alpes ou dans d'autres massifs, qu'aujourd'hui on est en train d'uniformiser, de standardiser un petit peu la décoration et qu'on perd finalement les racines régionales de l'endroit où le chalet ou l'appartement se trouve? Alors, c'est marrant parce justement, on a aujourd'hui des gens, on s'en rend compte nous à Alpôme, qui viennent pour choisir des objets justement qu'ils veulent mettre dans leur chalet avec une touche liée à la région, à l'histoire. Ça c'est bien, ça revient. Et on essaye, nous, on pousse dans ce sens-là, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un appartement ou un chalet dans ces belles stations, il ne veut pas retrouver la même chose qu'il a dans son appartement à Paris, à New York, etc. De plus en plus, les gens, je le vois, j'en discutais il y a peu de temps avec un artiste que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, qui est originaire de la région de Haute-Savoie, qui s'appelle Olivier Dolé, oui. qui fait une super bibliothèque, notamment avec la branche d'arbre, etc., quelqu'un de la Roche-en-Foron, et qui a maintenant ouvert quelque chose à Paris. Et il a beaucoup de demandes de gens de Haute-Savoie qui veulent des pièces dans ce chalet de lui, parce qu'il est originaire de Haute-Savoie et qui travaille beaucoup avec les essences de bois des pays de Savoie. Alors on parle de bois, il y a eu la grande mode de la frisette. Ça a un peu disparu. Non, c'est fini. On se retrouve maintenant avec du vieux bois. Oui. C'est ce qu'on va chercher. Le vieux bois redevient très à la mode. Nous, à double titre, aussi dans le cadre de nos stands, il y a 10 ans, personne ne voulait du vieux bois. Maintenant, je passe mon temps à rechercher avec les meilleurs fournisseurs des vieux bois pour faire Même pour parfois faire des stands. morceaux d'écorce aussi. Oui. Ça porte un nom d'ailleurs, j'ai oublié le nom moi, mais... Non, et puis oui, ou du bois flotté, du bois qui est dans l'eau, des vieilles souches d'arbres. Il y a quelqu'un aux Ouches qui fait ça, notamment des choses magnifiques avec des vieilles souches d'arbres. Voilà quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un thème chaque année différent à Alpôme? Oui, cette année, on va être, donc l'édition de Méribel va se dérouler du 10 au 12 août. On va être dans une ambiance hivernale en été. On va mettre de la neige pour donner une envie aux gens de venir décorer de manière originale leur chalet pour Noël avec des objets un peu insolites qu'on a. Et puis on aura un espace vintage où les vedettes de cet espace vintage, j'ai racheté depuis quelques années un certain nombre de vieilles œufs et de remontées mécaniques que j'ai donné mis à disposition un certain nombre de créateurs originaux en Suisse, en Italie, et qui me les relookent tout. Et ça va être là, autour de cette présentation des œufs, on va montrer du mobilier industriel, on va mettre du mobilier vintage, etc. Ça va être la grande nouveauté de cette édition. Alors vous parliez des œufs, des choses personnelles que vous aviez, que vous mettez à disposition justement pour ce salon. J'en viens justement au sujet suivant, qui est le musée itinérant, musée du ski. Ouais. C'est quoi cette idée? Comment vous avez vu cette idée? Alors ça, c'est le plus ancien, c'est de moi-même. Je suis amoureux depuis gamin des champions de ski. Oui. J'ai fait un peu de compétition, pas de haut niveau, et j'ai toujours été. Alors c'est pourtant des gens que j'ai pas connus, qui étaient pas, du moins c'était pas à mon époque. Donc je suis allé à la recherche de ça. Au début, ma collection a commencé vraiment autour d'Émile Allais. J'ai cherché les vieux skis, les vieilles photos, etc. Et comme ça, je me suis amusé à constituer un petit musée avec tout le matériel de tous les champions olympiques depuis les premiers jusqu'à... Je me suis arrêté pour l'instant à 68, oui. Mais ça en fait quand même pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Donc voilà, et après je me suis lié d'amitié avec les champions qui m'ont donné des choses, etc. etc. Ça fait plusieurs tonnes de matériel à déplacer à chaque fois? C'est énorme. Alors, il sort jamais en entier, c'est difficile de le faire sortir en entier, il faudrait 200, 300 mètres carrés d'espace. Mais autrement, oui, donc c'est composé principalement de vieilles paires de skis liées à des champions, à des histoires, beaucoup de photos, je dois avoir 400 cadres de photos, c'est aussi des vieux fuseaux, des vieilles chaussures, des vieilles paires de lunettes, bon voilà, mais tous une histoire, et puis beaucoup de vieilles affiches, notamment des tas d'affiches de stations de ski françaises, autrichiennes ou suisses, voilà. Alors on le disait au tout début, musée itinérant, combien de villes différentes chaque année? Ça dépend. Là, par exemple, il y en avait une partie qui était à Megève pour décorer l'office de tourisme de Megève, pour rendre hommage à Émile qui nous a quittés il y a quelques mois. Bon, voilà, ça dépend beaucoup, des fois pour les anniversaires de stations
ou des fois je mets aussi des touches sur certains de mes stands, etc. Donc ça dépend vraiment Et de descendre dans la vallée et même d'aller vers d'autres régions, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter pour justement faire découvrir à des jeunes qui n'ont peut-être jamais touché la neige de leur vie. Ah oui, c'est ce qui est souvent très sympa quand on le fait de manière itinérante dans des villes où il n'y a pas de ski. Bien sûr. On voit le grand-père qui vient raconter qu'il a skié avec ses skis-là, etc. C'est top. Non, c'est vraiment bien. Et puis quand on le met... Je l'avais mis il y a 4-5 ans à ISPO, qui est le plus gros salon à Munich, etc. Oui, oui. C'était un grand moment parce que tout le monde s'arrêtait, racontait des histoires. Il y a un objet auquel vous êtes attaché plus qu'un autre? Oui, oui, c'est les skis sur la copie, c'est pas les skis originaux, mais c'est les mêmes avec lesquels Émile a été champion du monde sur la piste verte. Ouais. D'accord, il y a de l'affectif en plus. Il y a de l'affectif, oui, tout à fait. Il y a de l'affectif. Voilà. On va rappeler Alp Home, ça se déroule à quelle période? Du 10 au 12 août à Méribel et à Villars-sur-Olon en Suisse du 26 au 29 juillet. Combien d'exposants cette année? Une centaine d'exposants. On s'arrête à une centaine parce que on veut vraiment la crème et puis voilà. Donc on refuse beaucoup de gens qui veulent venir et qui ne fabriquent pas ici dans nos régions. Donc voilà, on s'arrête à 100 pour avoir un bon niveau et on renouvelle à peu près chaque année entre 30 et 40% des exposants pour que les gens n'aient pas l'impression de revenir au même salon chaque année. Bien sûr. On le dit souvent, il y a un véritable savoir-faire dans notre région. Ah oui. Ben, c'est à nous de le faire savoir, tout à fait. Simplement, et vous en faites partie. Merci mille fois, Nicolas. On va rester dans le domaine de la montagne, mais cette fois-ci parler photographie, avec un monsieur qui vient de sortir un livre exceptionnel qui s'appelle Portrait de moniteur. Je vous propose une petite balade dans Méribel et on se retrouve juste après, ici à Méribel, à l'Hélios. Et voici de retour à Méribel, toujours à l'hôtel L'Hélios, sur les pistes, des pistes que vous connaissez bien, Christian Arnal. Je suis ravi de vous rencontrer, parce qu'on vous doit 2 ouvrages. Alors je vais commencer par celui-ci, c'était le premier il y a 4 ans, c'est ça? 4 ans, oui. 4 ans, coulisses d'un domaine skiable. Vous êtes vraiment immergé à l'intérieur d'un domaine skiable pour découvrir justement le travail de toutes ces personnes qui travaillent sur les ratracs, qui s'occupent de la neige de culture, tous ces petits métiers. À la fois les pisteurs aussi. Et les pisteurs aussi, qui bien déclenchent sûr. les avalanches aussi, bien qu'ils aient des déclenchements automatiques, ils continuent quand même à aller déclencher certains couloirs. Et puis récupérer les gens avec les traîneaux aussi. Bien sûr. Et ça, c'est un livre qu'on trouve toujours? Il est sorti aux éditions Inverse, voilà, c'est ça? Il est vendu uniquement aux caisses de la S3V, donc à Méribel-Motaret pour Méribel et à Courchevel-la Croisette. Ils ont 2 boutiques et c'est un livre qu'on trouve encore et qui n'a pas vieilli parce que les tenues des moniteurs et les tenues des pisteurs n'ont pas vieilli. Les piquets des pistes sont toujours rouge, noir, bleu, vert. Donc tous ces jalons orange, tout ça, tout ce qu'on trouve à l'intérieur de ce livre, c'est intemporel. Et on est ravis de vous recevoir parce que votre actualité, c'est un livre qui est sorti au mois de novembre dernier. L'actualité de l'hiver. Aux éditions Glénat. Oui, c'est pas une petite maison d'édition. Je suis assez fier d'avoir mis un pied chez Glénat. Portrait de moniteur. Alors bien sûr, quand on dit portrait de moniteur, pour les Parisiens qui pourraient nous regarder, ils se disent souvent les moniteurs, c'est le visage buriné, c'est les belles gueules et j'ai intérêt à surveiller ma femme lorsqu'elle va prendre un cours de ski avec lui. Voilà. Mais ça, c'est un autre angle que vous avez choisi et que je trouve tout à fait intéressant, c'est métier d'hiver, métier d'été. En clair, c'est que font les moniteurs de ski l'été? Voilà, et c'est métiers d'hiver au singulier, métiers d'été au pluriel, puisqu'ils font tout un tas de métiers l'été, c'est invraisemblable. Dans une école de ski comme Courchevel, on a 500 moniteurs et on avait 300 métiers. Et on a eu même l'embarras du choix de faire le casting, d'équilibrer, de trouver un équilibre entre les métiers de montagne, qu'on connaît bien, charpentier, menuisier, bûcheron, et des métiers un peu plus exotiques. Il y en a parfois qui sont très très étonnants. Ah oui. Il y a un forain à l'intérieur. Oui, le forain, voilà, lui, à chaque fois c'est des histoires. C'est un bricoleur, il a fait skier un gros propriétaire de manège, et puis il a sympathisé avec la famille, et puis du coup il a été embauché, et puis du coup il s'est marié avec une des filles de cette grande famille de forains, et on lui confie des carrousels, et il les rénove, et il est passionné. Ah, c'est superbe, c'est une belle histoire. Ils sont histoire. tous passionnés de toute façon. Il y a à chaque fois une belle histoire. C'est ça aussi qui a séduit les éditions Glénat.
je pense, et qui séduit les lecteurs parce que, bon, d'abord on regarde les photos, mais après quand on lit les textes, parce que les textes sont de Yves Perret, faut pas oublier Yves qui a été appelé par Glénat et que je connaissais pas, mais qui a été plongé dans ce métier de moniteur, dans ces métiers d'été. Il a été passionné et il a pris le temps de croquer littérairement. Il a découvert des parcours de vie tout à fait étonnants. Il y a des garçons, il y a des filles. Ils sont combien au total dans cet ouvrage? Alors 37. 37. Il y a des mères et des filles qui sont aussi monitrices de ski l'hiver et accompagnatrices l'été. Il y a un dentiste, il y a un steward. Il y a un maître nageur qui n'est pas tout jeune. Ça doit être un des plus anciens moniteurs peut-être de Courchevel, non? Alors, à noter, et c'est important aussi, c'est qu'il a connu Émile Allais. Et moi, je n'ai pas connu Émile Allais, mais j'ai proposé le projet à Émile Allais de son vivant. Et il a fait l'éditorial. D'accord, très bien. J'ai donc l'éditorial d'Émile Allais, j'ai l'éditorial de M. Boisvive, qui m'a beaucoup fait travailler à l'époque de Rossignol, et Gilbert Blantailleur, qui est le maire de Courchevel et le président de l'association des maires de montagne. Alors sortir un ouvrage comme ça, c'est pas une mince affaire, parce que c'est un budget. Vous êtes allé sur place, justement, suivre les différents moniteurs qui ont des activités diverses et variées, vous venez de le dire, mais aux quatre coins de France et parfois même à l'étranger. Il y en a un qui est moniteur de ski à Courchevel l'hiver et moniteur de ski au Chili l'été. Voilà, alors lui, c'est le seul que vous n'avez pas suivi. Voilà, je n'avais pas le budget pour aller jusqu'à là-bas, donc il nous a fourni ses photos qui sont très très belles, et on a dit bon, on va faire avec tes photos, c'est super. Mais j'ai quand même été jusqu'à Palma de Majorque, et j'étais en Turquie avec un guide qui amène des clients faire de l'héliski, et j'étais jusqu'en Basse-Normandie pour faire un couvreur en chaume. D'accord. Jamais je n'avais compris ce métier de couvreur en chaume. Ils sont très peu en France. Ils sont très peu, et lui, il est couvreur en chaume, et son papa était couvreur en chaume, et son papa est moniteur de ski, et il est moniteur de ski. C'est incroyable. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a vraiment, je pense, dans ce métier de moniteur de ski, un peu des familles, quoi. Alors ça a été un pari osé, risqué de la part de Glénat aussi, parce que partir sur un budget assez important pour réaliser un ouvrage comme ceci, sans savoir si ça va se vendre ou pas, c'est pas forcément évident. Pour Glénat, c'était juste une fabrication, puisque c'est un livre de commande pour Glénat. C'est l'école de ski de Courchevel 1850 qui a posé les chèques grâce aux banques qui sont partenaires de nos écoles de ski. Donc les banques ont fait les premiers chèques pour avance de trésorerie. Et après, mon directeur, il a pris le temps pendant l'hiver avec une sorte de storyboard de montrer aux différents directeurs d'hôtels, sociopros de la station, on a besoin de prévendre ce livre pour faire une caisse. Et ça a été le cas, ça s'est bien vendu en amont. Au dernier moment où je faisais mes photos, ou au moment où on allait imprimer le livre, 1200 livres étaient vendus. Bien. Et aujourd'hui, vous en êtes à quel tirage? On n'a pas les chiffres, mais on est très confiant. De 3000 exemplaires qu'on a vendus, on en est peut-être à 2000, 2500, et on pense quand même faire une réédition un jour, parce que c'est un objet que les moniteurs achètent, même s'ils n'y sont pas dedans, pour offrir à leurs clients en remerciement de leur semaine. Et les sociopros qui n'ont pas souscrit les ventes disent « Ah bah tiens, c'est sympa, c'est vrai, comme cadeau client, c'est un beau cadeau client. » Et je trouve que c'est une belle image également de Courchevel. On a toujours ce côté un peu bling-bling de la station, etc. C'est véritablement une image très humaine que vous donnez à l'intérieur de cet ouvrage. Moi, cette station est luxueuse, on va pas dénigrer ça, elle a beaucoup de services. Et moi, mon rôle de photographe, c'est de montrer tous ces gens au service de ses clients et dire qu'un client à Courchevel, il fait travailler 100 personnes. Et si ce client ne vient plus... C'est 100 personnes qui ne travaillent pas. Voilà. Bien sûr, et donc, vous avez raison. Maintenant, ces gens, ils viennent pour le service, pour la cuisine, pour le confort des pistes, donc domaine skiable, les damages, pour être sûr que s'il leur arrive un problème, il y aura un hélicoptère dans les 2 minutes qui viendra les chercher et un jet qui les ramènera dans leur banque s'il y a un problème à les signer, tout ça. Il y a un altiport, il y a tout ça. Le dernier reportage que je viens de faire, c'est le déneigement de l'altiport. D'accord. Des gars qui sont employés municipaux, qui sont aussi pompiers, j'ai appris, ils étaient et pompiers et déneigeurs, qui déneigent très très vite l'altiport pour accueillir des clients à la journée qui viennent d'autres stations. Parce qu'on est une des rares stations. C'est la notion de service. Voilà, notion de service que j'ai envie de mettre en valeur. Ce livre a également donné lieu à une exposition qui a lieu actuellement, c'est ça? Alors la commune de Courchevel a vraiment aimé ce regard que j'avais de ce métier-là et m'a proposé une place publique, le patio de la Croisette, où souvent il y a des expositions de sport, des grands champions qu'on a dans la station, ou d'autres photographes. Et cette année, on m'a offert la place. Et donc c'est quand même agréable. C'est une place publique éclairée 24 heures sur 24, une exposition visible 24 heures sur 24. Un beau cadeau. C'est très agréable pour moi de passer devant n'importe quelle heure. J'imagine. Alors les yeux d'un photographe voient souvent bien plus loin que nos yeux à nous.
Et vous vous êtes déjà projeté dans le futur avec quelque chose que vous allez proposer l'année prochaine, c'est ça? Ouais, C'est à vos pieds pour l'instant. Voilà, je commence déjà à faire des tirages d'art de certaines de mes photos ou issues de mes livres et des expositions. Donc j'avais déjà fait une exposition au Château de Candie à l'occasion du lancement du livre. Cet hiver, j'ai fait une exposition à 2700 mètres d'altitude au restaurant Le Panoramique au sommet de Courchevel. Oui. C'est des expositions où les gens peuvent acheter l'œuvre. Et une des œuvres, une des photos qui est dans ce livre, des moniteurs vus d'hélicoptère, est partie à Dubaï. D'accord. Alors donc je suis assez fier de pouvoir exporter notre savoir-faire école de ski ou damage des pistes dans les pays du monde entier. Et donc mon but maintenant, c'est de présenter ce genre de choses où là on a la vision d'une œuvre artistique qui est exposée et le regard d'un photographe, moniteur, excusez-moi, mais c'est ces deux métiers que je fais, hein, puisque je suis aussi moniteur, qui me permettent de voir des choses quand je skie que les autres ne voient pas. Merci de nous offrir vos yeux de temps en temps. Merci mille fois, Christian. Merci. J'étais ravi de vous rencontrer. Et on le trouve hors montée mécanique. Alors, celui-ci. Celui-ci en montée mécanique. Et celui-ci à l'école de ski de Courchevel 1850. Très bien, on l'a noté. On va continuer à parler de beau et de bon. D'ici quelques instants, on va retrouver Patricia Rey qui va nous parler aujourd'hui de cosmétiques. Restez avec nous. Nous voici de retour à Méribel, toujours à l'hôtel Helios, au pied des pistes, pour parler maintenant cosmétique, beauté, bien-être, en compagnie de Patricia. Grâce à vous, Patricia, j'aurai peut-être 10 ans de moins à la fin de cette émission. Vous allez me présenter des produits magiques, des produits fabriqués dans la région. Exactement, alors c'est toute une série de cosmétiques créés dans les Alpes, justement, pour protéger la peau à la fois du froid et du soleil. Oui. Ce sont plutôt des marques haut de gamme, hein, sans colorants, sans parabènes. Des marques très naturelles et qui font un carton, hein, parce que bien évidemment, voilà, elles marchent très fort et ce sont des valeurs sûres. Alors on peut faire un petit tour d'horizon, on va commencer par ceci peut-être? Tout à fait, alors ça c'est la gamme Pure Altitude, hein, une gamme qui est née à Megève et plus précisément aux Fermes de Marie, puisque sa créatrice n'est autre que Jocelyne Sibuet, la propriétaire des Fermes de Marie et du groupe éponyme, qui il y a 15 ans en fait a lancé les tout premiers spas de montagne, hein, comme on le sait, et également donc une gamme de cosmétiques Pure Altitude. Alors ce sont des produits qui sont fabriqués dans la région, mais avec des produits de la région ou des produits qu'on va chercher ailleurs? Mais là, globalement, en fait, c'est une marque qui a basé toutes ses formules en fait à partir de plantes de montagne, oui, essentiellement, et d'eau de montagne puisée au pied du Mont Blanc. Et l'emblème, enfin le symbole de cette marque est l'Edelweiss, qui est aussi le principe actif phare de toute cette ligne. D'accord. Mais pas seulement, parce qu'ils utilisent aussi beaucoup d'autres plantes de montagne, comme l'impératoria, la gentiane, le millepertuis, etc. Mais aussi des plantes plus extrêmes, comme la racine de maca qui provient des hauts plateaux des Andes, ou encore la sève de bouleau qu'on va récolter en Finlande. Donc alors, on a vraiment un large spectre. Des crèmes de bronzage ou plutôt des crèmes pour justement apaiser Ah non, non, ce sont des vrais produits de soins. D'accord. On a vraiment des irrésistibles comme la crème Edelweiss numéro 1. Ça, elle est indétrônable. C'est vraiment le produit culte de Pure Altitude. Mais on a également la crème chouchou qui est donc cet élixir-là, justement à la racine de maca. Alors, la crème chouchou, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh ben, elle est à la fois bienfaitrice, parce que la racine de maca est réputée pour tout ce qui est anti-âge. En fait, elle a un fort pouvoir anti-âge et réparateur. Donc, c'est ce qu'il vraiment... faut, quoi. C'est exactement. C'est ce qu'il faut, absolument. Il n'y a pas photo. Pure Altitude. Maintenant, Pure on passe Altitude. à Soleil Noir. Ça, je connais ça, Soleil Noir. Ah oui, Soleil Noir, qui ne connaît pas Soleil Noir, effectivement, puisqu'en fait, c'est les premiers soins et protections solaires aux actifs anti-âge, en fait. Donc, en plus, il y a toute la gamme. Il y a pour les lèvres, il y a pour le visage, il y a vraiment tout. Il y a tout, hein. puisqu'en fait, déjà, il couvre tous les indices, hein, du plus faible à la très haute protection. Et cette année, effectivement, la marque, qui d'ailleurs est située à côté d'Albertville, et dirigée par Jean-Paul Rivet, a créé toute une gamme, et ça, c'est tout nouveau, de sprays lait fluide vitaminé, Oui. et à partir en plus de collagène et d'acide hyaluronique. Donc,
le produit top. Le C'est produit soin top. et il protège avec en plus un vrai effet tenseur. Et le produit, alors ça c'est le must-have que toutes les femmes doivent absolument essayer, c'est le lait pailleté or qui sublime la peau, qui est absolument génial et on adore. Franchement, ça fait... Oui, j'en mets très peu, moi, à titre mais personnel. il faut essayer l'été. C'est le côté pailleté. Ouais, c'est le côté pailleté. hein. Voilà, je suis Très, pas très encore bon. accroché par ça. Et puis bon, ils ont toute une gamme aussi de voilà qu'on trouve plus en magasin de sport, de produits pour le visage avec des sticks. Oui, il y a une gamme des très crèmes. très importante. hein. Exactement. Là, on est plus du côté d'Annecy, c'est du côté de Doussard, c'est ça? Exactement, c'est Huile et Baume en fait. C'est une marque de cosmétiques bio qui a été créée par un biochimiste et un chercheur en phytothérapie. Et en fait, cette marque ne conçoit que des produits à partir d'extraits naturels. Hein. C'est 100% naturel, alors ça, il n'y a aucun souci. Et en fait, ils utilisent beaucoup le concentré d'huile de rose de musqué qui est un produit absolument magique parce qu'il est anti-âge, parce qu'il est hydratant, il est réparateur nourrissant, enfin c'est une valeur sûre. Et en plus, ils rajoutent effectivement des huiles essentielles, ils en ont à peu près une 60aine qu'on retrouve dans ces formules, mais aussi des macérats, des beurres. Alors non, ils ont toute une gamme, ils ont des élixirs, des baumes. Garantie 100% naturel, 100% on est à naturel. l'abri des boutons et des allergies. Exactement. C'est ça. Et on va terminer avec une reconversion réussie, car ces produits, on les doit à une ancienne championne de ski. Elle a été championne du monde de bosse, Oui, Raphaël Monod, elle est de la Clusaz. même de olympique. Et olympique. Et Oui. elle a monté effectivement une société où elle vend des produits cosmétiques. Exactement. En fait, il y a quelques années, elle s'était reconvertie dans la beauté en créant une marque qui s'appelait Snow Bio Flowers, Ouais. qui a très bien marché. Alors aujourd'hui, elle suit un autre chemin, puisque en fait, elle concocte à la demande et sur mesure des crèmes qu'elle élabore pour ses clients en fait dans son atelier, le Lab Bio Flower à Taloir, sur la petite place de Taloir. Et en fait, elle propose même des ateliers où l'on peut fabriquer soi-même sa crème. D'accord. Et c'est édifiant parce que bon, j'ai essayé. Hein, j'avoue que c'est à la fois très ludique, on apprend beaucoup de choses. Donc, par exemple, là, pour cette crème qu'elle a concoctée avec moi, en fait, bon, sur le principe, c'est de la cuisine. Hein, c'est de la cuisine et en plus, c'est vraiment une formule qui fait recette, c'est le cas de le dire. Puisqu'en fait, au départ, on mélange en fait de l'huile, là en l'occurrence de l'huile d'olive avec de la cire, Oui. qu'on fait chauffer au bain-marie. Ensuite, on ajoute de l'hydrolat de rose de Damas, l'hydrolat, c'est en fait une eau florale très pure. Et là, on ajoute, en fonction des peaux, de la nature de la peau, si c'est une peau jeune, si c'est une peau mature, différents actifs. Alors là, en l'occurrence, on avait plutôt de la fleur de mauve, on avait du miel, de la grenade, on avait beaucoup de choses comme ça. Et ensuite, on choisit donc le parfum de la crème. Là, c'était de la fleur de coton et vous pourrez sentir, ça sent extrêmement bon. En tout cas, ça donne envie. On Ça a envie de donne fabriquer envie. sa propre crème. Ah, puis c'est super parce que tout est naturel. Ah, mais et je crois sur parole, et vraiment Patricia, je sur crois sur mesure. parole. Et à la fin, donc, on rajoute aussi, en composant en fait de l'huile de pépins de pamplemousse et également de la vitamine E pour en fait qu'elle soit conservée. Mais elle a une D'accord. délai très courte, enfin très courte, ça suffit, hein, mais en tout cas pas plus de 3 mois. Sinon, après, les produits... D'accord. On parle justement de conservateurs. Je voudrais arriver à une question très pratique. J'ai des placards à la maison dans la salle de bain qui sont remplis de crème de beauté de madame. Je Oui. voudrais savoir au bout de combien de temps on peut les jeter. Écoutez, normalement, on dit toujours qu'au bout d'un an, enfin dès lors qu'on a ouvert le pot, et au bout d'un an, il faut jeter. Très bien. Surtout tout ce qui est solaire. On va faire de la place à la maison, c'est moi qui vous le dis. Voilà, mais on dit aussi que les conservateurs, en tout cas dans les grandes marques, alors moins sur des marques comme ça, et encore moins sur des produits homemade comme ça, fait maison, mais globalement, ils mettent des conservateurs qui dureraient, entre guillemets, 4 ans. Je vous promets que je vais essayer tous ces produits et à la prochaine émission, j'aurai 30 ans de moins. Certainement. Je vous propose maintenant de voir un extrait d'un documentaire qu'on vous propose pour l'instant sur Montagne TV. C'est Ton collège à la montagne, l'histoire de petits collégiens en 6e qui sont partis pendant 2 jours faire une randonnée en montagne, leurs impressions, leurs peurs, leurs tracs, leurs angoisses. Vous saurez tout à travers quelques images de ce documentaire. Avant cela, si vous voulez bien sûr retrouver toutes les références des produits que nous a présentés Patricia, vous allez faire un tour s'il vous plaît sur notre site internet, c'est montagneTV.com. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci Patricia. Au revoir. Merci. Monsieur Brunner. Bonjour. Ça va Rémi? Vous êtes content? Au revoir, monsieur.
Les enfants qui ont la chance de vivre à proximité des montagnes vont-ils les découvrir lors de véritables randonnées? Ont-ils conscience de ce qu'offrent ces territoires d'altitude? Si certains vont parfois se promener en famille, ce n'est bien souvent que pour de petites balades de proximité. La situation est claire. La randonnée n'est finalement que très peu pratiquée par ces jeunes qui vivent pourtant au pied de ces territoires. C'est donc sur la base de ce constat que le Conseil général de la Savoie, en lien avec l'inspection académique et suite à une proposition du réseau local des accompagnateurs en montagne, a décidé depuis 2010 de la mise en place d'une action à forte valeur ajoutée pédagogique, connue sous le nom de Ton collège à la montagne. En septembre 2012, ce sont ainsi plus de 1500 élèves des classes de 6e, issus de 24 collèges du département, qui ont pu randonner avec leurs professeurs, encadrés par des accompagnateurs en montagne. Ce dispositif partenarial permet de mettre en place une véritable expérience de randonnée sur 2 jours, avec une nuit en refuge. On la pose comment la boussole sur la carte? Sur le méridien. On la pose en parallèle du méridien. méridien. Exactement. Et le méridien, Voilà. il est où le méridien? Alors le méridien, c'est le trait noir. Le trait nord, il est où? Le trait noir, il est juste là. Vous voyez tous le trait noir. Voilà, une fois que vous l'avez mis en parallèle, il va s'agir de tourner sur vous pour aligner le nord géographique du cadran avec le nord qu'on dit magnétique de l'aiguille. D'accord. Alors, ton nord, il est où? Là-bas. Ouais, ton sud. Là-bas. Je mets en parallèle ça. au méridien. D'accord. Et je tourne sur moi-même jusqu'à que l'aiguille rouge elle soit en face de la flèche. D'accord, je te laisse faire. Bon. Super, et là ta carte elle est orientée.